Bonsoir tout le monde. Êtes-vous prêts à aller faire un petit voyage dans le temps avec moi? Alors, on va voir ça. Là ce soir je vais vous emmener avec moi faire un petit voyage au monde de la médecine quantique, de l'énergie libre, de la mémoire de l'eau. Et puis bon après il y a d'autres petites choses à côté que j'espère que vous creuserez de vous-même par la suite. Le but de cette vidéo n'est pas de vous, comment dire, de vous manipuler. Le but est de vous informer, de vous donner quelques informations. Et puis après, c'est à vous de voir si vous voulez creuser ou pas. Mais je vous invite à le faire, et vraiment, vraiment. Parce que vous allez mieux comprendre qui vous êtes, comment marche le monde, comment marche votre jardin, comment marchent les plantes. Parce qu'en fait, on marche tous plus ou moins pareil. Voilà, on vient tous du même endroit plus ou moins. Voilà, et donc c'est un monde qui est franchement magnifique et que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que ce qu'il y a derrière c'est assez long. J'aurais aimé comment dire, pouvoir vous mettre beaucoup de choses en plus, mais malheureusement c'est pas évident. Déjà dans une vidéo on peut pas tout mettre, hein. On peut pas tout mettre, surtout qu'en plus je fais des montages sur mon téléphone parce que j'ai un ordinateur qui marche pas très terrible, il est hyper lent. J'ai beau le réinstaller, c'est pareil. Et puis bon, du coup mon logiciel sur Windows 10 en fait ne marche plus, donc j'ai pas en racheté un autre maintenant. Donc là je me sers d'une petite application qui est pas mal non plus, on va dire, hein, qui fait le job. Mais bon, après c'est vrai que c'est moins facile de faire ça sur un téléphone et on a beaucoup plus de choses sur un logiciel vidéo. Enfin bon, bref, le principal est de passer l'information. Ce que je fais, et donc ne vous arrêtez pas à tout ce qui est dit. Je vous invite à écouter jusqu'au bout pour bien comprendre, parce qu'en France l'information ne passe pas. On se demande bien pourquoi. Moi je sais pourquoi, mais je pense que beaucoup commencent à se rendre compte pourquoi. Bah voilà, ça rapporte pas à certains. C'est toujours le problème de l'argent, et puis d'avoir de l'emprise sur les gens. Euh, voilà, la France est un très très beau pays. On va essayer de le faire revenir un beau pays. Mais bon, on va carrément tout changer, ouais, dans ce monde. Ce monde mérite d'évoluer. Vraiment, là, on arrive dans un... Je vous ai déjà parlé. Nous sommes dans un cycle. Justement, le fait que la Terre pivote, enfin, dans ce cycle, il se passe beaucoup de choses qui fait que tout le monde va monter en fréquence, tout le monde va monter en, comment dire, en conscience. Donc, je vous rassure, si vous me trouvez barré maintenant, d'ici quelques temps, vous ne me trouverez plus barré. Donc, allez voir cette vidéo, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Et puis, surtout, ne vous arrêtez pas cette vidéo, bien sûr. Si vous voulez d'autres renseignements, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser vos questions sous la vidéo. Si vous avez des questionnements... il y a des choses, quand je réponds sous la vidéo, peut-être que il y en a certains qui me posent des questions, je réponds, peut-être que mes réponses ne leur conviennent pas parce qu'ils s'attendent à autre chose, je sais pas. J'essaye de faire au mieux pour répondre le plus proche possible, d'être claire. Mais c'est vrai que quand on n'a pas passé le cap un certain cap, c'est peut-être pas évident ce que j'ai mis, peut-être de comprendre. Alors, quand vous n'avez pas compris, n'ayez pas honte, hein, je suis passée aussi par là. N'ayez pas honte de demander. Et puis, parce qu'on est tous quelque part dans le même bateau. Et ce bateau, il a besoin d'avancer. Il ne va pas couler. Même avec l'effondrement, au contraire, cet effondrement, quelque part, va peut-être permettre... des fois, il faut passer par un mal pour avoir du bien derrière. Je suis bien placée pour le savoir, quelque part, et je ne suis pas la seule. Je suis tombée très malade. Et quelque part, merci à cette maladie, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de maladie,
Merci de m'avoir fait connaître ce que je vis à l'heure actuelle. Parce que sans mes problèmes de santé, sans les problèmes qu'a ma fille Mélanie, je peux vous assurer que je n'aurais pas fait toutes ces recherches. J'ai fait ces recherches pourquoi? Parce que à un moment donné, j'étais à l'article de la mort. Et puis, j'en rigole hein, maintenant, mais je rigole pour rien, moi, de toute façon. Et quelque part, si je voulais m'en sortir, ben, il a fallu que je fasse quelques recherches. Mais j'aurais jamais cherché dans ce sens-là si un ami m'avait pas donné un jour une vidéo pour ma fille que j'ai commencé à regarder. Mais comme moi je suis très curieuse de ce côté-là, enfin au niveau des infos à prendre, du coup j'ai pas regardé qu'une vidéo et en fait c'était une série de 9 et puis après voilà j'ai agrandi mon cercle, j'ai agrandi mes connaissances et puis de mes connaissances, on va dire, de lecture ou de ce que je voyais en vidéo, j'ai tout mis en pratique à chaque fois, que ce soit pour la santé ou tout le reste. Parce que le seul moyen d'apprendre vraiment, c'est de faire. Le corps, il apprend en faisant. Il n'apprend pas que par le côté intellectuel. Alors, il faut apprendre. Et donc, j'ai toujours tout mis en pratique. Je pense que, comment dire, tout ce qui m'est arrivé depuis le début, c'était prévu. De toute façon, on a tous une vie tracée, et ça vous allez le comprendre si vous allez voir un peu plus loin, si vous faites des recherches, que nous avons tous une vie qui était déjà tracée et qui est prévue pour vous. Après, par le biais de la physique quantique, ça j'en parle déjà dans des vidéos, on peut... alors la physique quantique c'est pareil, c'est un gros mot, mais ça comment dire... disons que c'est la base de tout, donc ça permet de, comment dire... en fait, il y a une ligne qui est toute tracée, mais par votre subconscient, et il y a moyen d'agir sur votre subconscient, donc là j'en parle pas dans cette vidéo, par le biais du subconscient, on peut changer. On peut changer beaucoup de choses. On peut même changer d'ADN, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est basé sur l'épigénétique. On peut tous changer notre ADN. On peut tous, c'est pas parce que vous avez un problème dans votre famille de cancer ou autre, ce qui est mon cas. Moi, j'ai perdu mon père comme ça. J'ai ma mère aussi qui a eu un cancer. J'ai perdu ma grand-mère du côté de mon père aussi d'un cancer. Ma marraine il n'y a pas longtemps. Enfin bon bref, j'ai une famille à cancer et une famille Alzheimer. J'ai le choix entre les deux. Mais ça ne passera pas par moi. Parce que et à un moment donné, il faut dire stop. Non, moi je n'ai pas besoin de ça en plus. Voilà. Au contraire, plus je vais vieillir, plus je vais être en pleine forme et je compte bien faire une centenaire, voire plus. Malgré mes problèmes de santé. Vous voyez, je suis très positive. L'effondrement, c'est pareil. Oui, quelque part, je pense que l'effondrement, si on peut l'éviter et que tout s'arrange, eh ben, je dirais super, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais si on peut ne pas... Enfin voilà, s'il faut en passer par là, c'est comme quand on tombe malade. S'il faut en passer par là pour pouvoir comprendre, eh ben, il faut en passer par là. Quelquefois, il faut, comment dire... aller au plus bas pour pouvoir remonter. Et il faut savoir que pour que ce monde s'écroule, pour que ce monde en fait dont je vais vous parler et dont je vous parle déjà depuis un petit moment au travers de certaines vidéos, arrive, il faut que l'autre s'écroule. Parce que tout ce qui est à l'heure actuelle est fait que c'est de l'illusion, du paradigme, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête et qui sont fausses de A jusqu'à Z. Tout. Et dans tous les domaines, hein, que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur la science, la médecine, tous les domaines sont faux. Il faut tout revoir. Donc il y a certains pays qui sont déjà à la page, voilà. Vous allez le voir aussi dans la vidéo. Et nous on est un peu l'exception à la règle, y compris sur la spiritualité que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. J'aimerais bien l'aborder à un moment donné, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour vous, parce que la spiritualité est souvent confondue avec la religion, et c'est surtout pas ce qu'il faut en fait. Hein. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais par contre, il y a des gens qui sont dans les religions et qui sont spirituels. Hein. Voilà, ça peut aller dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Moi,
Autant je suis quelqu'un qui a de spirituel, même si j'aime pas trop forcément dire ça, mais qui est une approche spirituelle, on va dire, mais qui, comment dire, n'est pas du tout, qui n'appartient à aucune religion. Même si certains me prennent pour un gourou, peut-être, ou je sais pas, une illuminée, ou j'en sais rien. Alors, je vous rassure, j'ai les pieds bien sur terre, et peut-être la tête dans les étoiles, mais vous allez voir que c'est bien de l'avoir aussi dans les étoiles. Il faut pas être que dans les étoiles, il faut pas être que sur terre, il faut être entre les deux. Voilà. Donc je vous laisse parce que si je continue, je vais encore faire une vidéo de 2 pieds de long. Et le but c'est de vous faire voir ce qu'il y a derrière et non pas de m'écouter pendant 2 heures. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Alors regardez-la bien jusqu'au bout, vous allez comprendre d'autres choses. Surtout si vous avez regardé toutes les vidéos que je vous ai mises jusqu'à maintenant. Vous allez faire des liens à force. Il faut savoir que pour apprendre, pour comprendre, c'est plus vos connaissances vont, comment dire, augmenter, à condition que vous habituiez comment dire, votre cerveau quelque part. Hein, parce que le cerveau, il est bête et méchant en fait. Hein, il a besoin, c'est comme, il a besoin de comprendre soit par les mains, soit par la répétition, la répétition, la répétition. Et plus on va rabâcher quelque chose, c'est comme l'étape de multiplication, voilà, c'est souvent dit, je ne sais plus qui c'est qui avait cité ça, c'est un bon exemple. Et l'alphabet, quelque part aussi, hein, c'est un très bon exemple. Au début, on a du mal, hein, mais plus on le répète, plus on le répète, plus on le répète, et plus on va l'assimiler. Et bien là, c'est pareil. C'est que plus on va répéter quelque chose, soit par les mains, soit à force de répéter par la voix, en fait, il faut faire. Si on ne fait pas, si on ne met pas à exécution, le cerveau n'apprend pas. Le cerveau, lui, franchement, il joue un rôle comment dire, c'est une carte mémoire, hein, on va dire, hein, c'est une carte mémoire. Et donc, il a besoin d'enregistrer. Donc, plus vous ferez quelque chose, et plus il va l'assimiler. C'est pareil, plus vous allez faire, mettons quand vous apprenez un métier, c'est pareil, hein, c'est des petits exemples en fait qui sont simples à comprendre et que je pense que vous allez comprendre quand même. C'est plus on va faire quelque chose, plus après ça va devenir machinal. C'est comme quand on apprend à conduire. Au début, on est obligé de réfléchir, il faut que je passe la première, la deuxième, bon maintenant il y a les boîtes auto, mais bon, sans parler des boîtes auto, hein. Et encore, moi je veux vous dire comment. J'aime pas les boîtes auto. J'aime bien, j'ai l'habitude, je suis une ancienne moi, j'aime bien passer mes vitesses, même si c'est pratique la boîte auto. Nous on a une boîte auto aussi ici. À chaque fois que je la prends, je suis en train de réfléchir. C'est là que je réfléchis le plus parce que j'ai pas eu l'habitude de conduire avec cette boîte. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire qu'il faut répéter les gestes et puis après ça devient inné. Ces gestes deviennent naturels. Vous n'avez même plus besoin de réfléchir pour les faire. Pourquoi? Parce que votre cerveau a enregistré déjà tout ça. Et là, malheureusement, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'école n'existe pas pour rien quelque part. C'est qu'on va nous rabâcher des choses depuis notre plus jeune âge et puis qu'on va intégrer, on va intégrer. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il n'existe plus que ça et puis que quand on sort de tout ce que l'on a appris, en fait, c'est faux. Alors, faites un reset de tout ça. Faites un reset de tout ce que vous avez appris. Il faut apprendre à tout remettre en question à chaque fois. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Hein. Il y a des choses qui sont toujours vraies dedans. Autrement, ça paraîtrait invraisemblable. Il y a toujours du vrai, même dans le faux. Alors, donc, il faut quand même faire un reset. Et puis, après, se faire sa propre opinion. Se faire refaire ses connaissances quelque part par votre propre biais. Vous n'avez pas besoin ni d'un instituteur, ni d'un médecin, ni de qui que ce soit d'extérieur. Seul vous êtes capable d'aller là où il faut vraiment aller. Et votre subconscient sait. Et ça, en physique quantique, on apprend l'intrication, tout ça. Ah, c'est pareil, il faudrait que je vous mette des trucs sur l'intrication quantique. Hein. Quelque part, on a tous un double. Et bon, c'est pas évident, mais ça, c'est parce que il faut avoir, bon, c'est la base de l'atome. Mais ça, ils en parlent un peu à un moment dans la vidéo, je pense.
Donc vous allez voir, cette vidéo parle aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, d'énergie libre. Donc vous allez comprendre que nous sommes à la porte, c'est prêt, toutes ces technologies sont prêtes à sortir. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à recevoir tout ça. Mais tout est prêt. La seule chose, c'est qu'il manque après des gens derrière pour sortir tout ça. Et puis, quand vous serez prêts, il faut savoir que tout le reste va changer autour. Ils seront obligés de s'adapter. Je ne sais pas si vous avez... Quand j'ai commencé au début pour l'alimentation, hein, j'ai commencé il y a 10-15 ans pour l'alimentation, au début, quand j'ai commencé à partager sur l'alimentation sur Facebook, tout le monde me regardait avec des yeux. Enfin, je ne les voyais pas, mais je les imaginais en fait. On va dire que j'ai le même effet maintenant quand je parle de physique quantique, de médecine quantique, et tout ce qui en découle, de mémoire de l'eau et tout le reste. Bon, un peu moins avec certains parce qu'ils commencent à intégrer, mais j'ai le même regard maintenant que j'avais à l'époque quand j'ai commencé à parler d'alimentation. Et quand je parle d'alimentation maintenant, tout le monde trouve ça tout à fait normal de manger correctement. Bon, même s'il y en a qui ne le font pas, hein, parce que il y en a qui n'arrivent pas à passer le pas. Il y en a qui trouvent des excuses aussi. De toute façon, le bio, c'est pareil que le reste. Alors, le bio, c'est un label. Alors, moi, je le dis tout le temps, ne vous fiez pas à un label. Vous fiez à votre petit agriculteur, à ce que vous faites dans votre jardin. Voilà, c'est ça. Après, le reste... Quand je parle bio, moi, c'est plus, voilà, sans pesticides, sans aucun engrais chimique, enfin, sans chimie, quoi. Voilà. Donc, ces énergies existent. Et vous allez voir que ces énergies sont aussi liées à la mémoire de l'eau, donc à la physique quantique, à la médecine quantique, à votre jardin, à l'électroculture, à la permaculture, le vivant, quoi. En fait, tout est relié, le vivant est relié à la physique quantique. Donc je vous laisse, parce que là, je pense que 17 minutes. Bon, allez, j'arrête là et je vous laisse regarder cette vidéo qui, j'espère, vous intéressera. Tout comme moi, ça m'a intéressé. Je pense qu'il faut trouver le petit déclic. Je ne sais pas si Mandarine, tu l'as trouvé, ce petit déclic encore. Tu pourras peut-être me répondre en dessous. Je sais que tu en as regardé certaines, je pense que tu dois commencer à te poser certaines questions, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, déjà tu te poses des questions, quelque part j'en suis très, très contente parce que le but c'est déjà de se poser des questions, c'est le début de tout. Si on ne se pose pas de questions, on prend ce qu'on nous donne. Voilà, c'est que on vit dans un monde en fin de compte où tout nous tombe tout cru dans le bec. On fait plus rien. Dans le temps, les gens, ils faisaient par eux-mêmes, et autrement, ils n'avaient pas à manger. Hein. Donc là, maintenant, et en plus, ils étaient beaucoup plus heureux. C'est vrai qu'ils trimaient peut-être dans les champs pour certains et tout. Tout le monde s'y mettait, la famille entière. Mais quelque part, ils avaient une vie plus simple et plus heureuse. Moi, quelque part, j'aimerais retrouver cette vie. Je l'ai un peu maintenant parce que je ne travaille plus. J'ai plus le stress du travail. Et le stress est la base de tout en santé. Voilà, entre autres. Voilà, parce que le stress agit entre autres sur votre eau qui vous parcourt. Hein. Parce que dans la vidéo, vous allez voir à un moment donné, je ne sais plus s'il en parle, mais on est constitué, la plupart du temps, tout le monde dit à 70% d'eau. Mais à force de regarder des vidéos et puis de spécialistes, on se rend compte que c'est pas 70%, mais on en est rempli quelque part, entre guillemets, à plus de 99% au niveau cellulaire. Donc quand on sait les capacités de l'eau, alors elle peut avoir un effet nocebo ou un effet placebo, donc un bon effet ou un mauvais effet. Donc voilà, je vous laisse, j'arrête. Allez, à plus tard, salut. Il a rencontré l'eau, comme il l'écrit, à 54 ans. 56. Et il a compilé un certain nombre de recherches pour arriver à des conclusions qui sont, ma foi, très intéressantes. Jacques Collin, il a écrit 2 ouvrages, L'eau, le miracle oublié et L'insoutenable vérité de l'eau. Un 3e est en préparation, j'en parlerai en fin de conférence.
Et lorsqu'on s'intéresse... Bon, il va être édité. Oui, c'est ça. Il sort au mois de septembre. Et donc, on en reparlera parce que ce sera peut-être l'occasion d'organiser une autre conférence en particulier sur le contenu de cet ouvrage. Donc, là, le miracle oublié, lorsqu'on parcourt vos livres, Jacques, je suis très surpris parce qu'on s'attend à plutôt d'un traité de physique. Et en fait, c'est presque de la philosophie, comme si pour pénétrer les mystères de l'eau, il fallait franchir un cap, le cap de la science actuelle. Exactement. Alors, effectivement, quand je me suis emparé de l'eau, je ne connaissais rien. L'eau était un grand mystère, et d'ailleurs, il n'y avait pas que pour moi, puisque je peux vous dire à l'heure actuelle que l'eau, dans un dernier congrès de physique auquel j'ai assisté, ça remonte déjà il y a 3 ans, l'eau était considérée au hit parade des plus grandes énigmes de l'univers. Donc, quelles que soient toutes les études que nous faisons actuellement, dans quel laboratoire il soit, bien sûr, on commence à comprendre un peu mieux cette eau, qui est pourtant bibliquement simple au niveau de la formule chimique, H2O, rien n'est plus simple que ça. Et en fait, c'est d'une complexation effrénée lorsqu'il s'agit de voir toutes ces molécules d'eau se lier ensemble, se défaire, tout ça des milliards de fois par seconde. Donc on n'a jamais pu prendre un film, si je peux dire, de l'eau tel qu'on pourrait la voir au niveau dynamique et cinématique. Donc cette eau déconcerte tout le monde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été délaissée dans toutes les études qui ont été faites. Même je m'aperçois que dans le monde médical, l'ignorance est totale. L'ignorance est totale puisque pratiquement en 7 années d'études de médecine, il y a, je crois, 1 heure ou 2 heures de cours sur l'eau. Autant vous dire rien. Alors que l'eau, en fait, est le principal acteur de toutes, je dirais, les réactions et le fonctionnement biologique et je dirais aussi électrique, électronique de notre corps. Alors le grand mystère, c'est ça. L'eau se trouve effectivement à une frontière insaisissable qui est entre le monde physique et ce que j'appellerais le monde métaphysique. Bon, vous ne voyez pas là-dedans, bien sûr, les religions, mais ça veut dire pratiquement tout un monde totalement invisible qui échappe à la science actuellement, qu'on appelle plus ou moins physique quantique. Tout devient quantique, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une séparation totale en ce qui concerne l'intelligence humaine entre notre monde physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu la macrophysique, la physique classique, et entre, effectivement, surtout, le monde métaphysique, c'est-à-dire la microphysique, la physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est un fourre-tout pour tout le monde. Quand on ne comprend pas, on dit « bah oui, c'est quantique ». Alors évidemment, c'est un peu simplé, alors que l'eau se moque complètement de ces frontières qui ont été fabriquées par le mental de l'homme. Malheureusement, on est constitué de telle façon que l'on perçoit notre univers d'une façon ridicule, hein, à travers nos 5 sens. Donc c'est peu de choses, alors que le monde, bien sûr, fonctionne dans d'autres univers, donc fonctionne dans d'autres dimensions, et l'eau joue absolument, et juste à l'interface entre ces mondes-là. Alors on le découvre progressivement actuellement, bien sûr, mais pour comprendre l'eau, il faut actuellement être, je dirais, au niveau de la science, omniscient. Et c'est ce qu'on n'est pas, tout est spécialisé. Vous avez des physiciens, des biologistes, des chimistes, des médecins, des gens de la physique quantique, etc., des physiciens. Personne ne se comprend. C'est une tour de Babel. J'ai pu assister, moi, à des réunions, si vous voulez, entre des biologistes et des chimistes, je me souviens de cela, et ils étaient dans le même hôtel, ils faisaient 2 congrès, ils ne se connaissaient absolument pas, et en se réunissant à la fin, en disant « tiens, ça serait intéressant d'échanger nos idées », ils ne se sont absolument pas compris. Entre un chimiste et un biologiste, c'est absolument angoissant, alors que notre corps est tout ça à la fois. Marcel Violet a donc travaillé sur cette dynamisation de l'eau, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'eau était sensible à toutes sortes de rayonnements, à la fois électromagnétiques, cosmiques, telluriques. Enfin, l'eau enregistre tout, quelque part. C'est véritablement une sorte de mémoire, on en parlera après,
Et cette eau restitue effectivement ce qu'elle engrange. Donc il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle restitue aussi bien ce qui est mauvais que ce qui est bon. L'eau est un peu une éponge sur ce plan-là. Hein. Donc il faut savoir qu'il y a des bonnes eaux et des mauvaises. Et malheureusement, nous sommes dans une civilisation où toutes les eaux, sans exception, sont mauvaises et concourent naturellement à notre dégénérescence et aux maladies dites de civilisation. Donc je m'expliquerai tout à l'heure. Alors Louis Colt-Vincent, lui, a travaillé sur l'eau et la santé en général, et il a trouvé une chose extraordinaire, à savoir que, en fait, l'eau, de la façon dont on la buvait, la qualité de cette eau était régie par des paramètres électriques et électromagnétiques, électroniques, si je peux dire, qui était ce qu'on appelait le potentiel hydrogène, le pH, vous le savez, on en parle beaucoup. Bon, le RH2, qui est le potentiel électronique d'un système et d'un milieu vivant, et de sa résistivité, c'est-à-dire au courant électrique. Donc, il a déterminé des terrains de santé en fonction de ces paramètres électriques. Donc, ça s'appelle la bioélectronique. Or, c'est assez extraordinaire parce que, en fait, on s'aperçoit que l'eau est régie strictement par, effectivement, des phénomènes électromagnétiques, magnétiques et électroniques. Alors, René Quinton est encore un Français. C'est extraordinaire ce qu'on découvre en France et ce qui disparaît à tout jamais ou à l'étranger. Bon, Quinton a été considéré véritablement, même par les Américains, avant la guerre de 14, comme un homme, je dirais, qui avait découvert énormément de choses, et notamment, alors la chose la plus extraordinaire, c'est de savoir qu'il utilisait de l'eau de mer. Bon, l'eau de mer, vous le savez très bien comme moi, que c'est l'eau originelle où a apparu la vie. Bon, alors il se passe bien quelque chose à l'intérieur, c'est évident. On faisait ce qu'on appelle une solution isotonique, c'est-à-dire que l'eau de mer, bien sûr, a une salinité, je dirais, de à peu près 37 grammes par litre. Ça dépend des mesures des océans ou des mers, mais enfin, c'est le moyenne. Alors que, par exemple, notre sang, lui, est à peu près 8 ou 10 mg litre. Donc, il s'est mis en tête de faire des injections d'eau de mer, d'abord sur des animaux. Il faut constater que le plasma, je dirais, marin, tel qu'il le faisait à travers je dirais, sa désalinisation de l'eau, et le plasma sanguin, eh bien, sont tout à fait comparables à 97%. C'est-à-dire que nous avons en nous, si vous voulez, cette mémoire originelle, océanique, de notre vie. Bon, tout le monde a entendu parler de cette mémoire de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire de l'eau? Comment ça fonctionne, etc. et tout ça. Il faut savoir qu'effectivement, Benveniste était un type tout de même qui était un scientiste, je dirais, pur et dur, qui ne croyait absolument pas du tout à ce que l'eau pouvait avoir une mémoire. Et d'ailleurs, le jour où il a découvert cela, il l'a découvert par accident, un laborantin qui faisait une expérience, et notamment il avait dilué, je ne sais plus quel produit, et qu'il fallait injecter à un animal, et effectivement il l'avait tellement dilué qu'il n'y avait plus rien dedans, et il a dilué tout de même cette dilution, il a injecté cette dilution dans un cobaye, et tout a fonctionné effectivement comme avec la molécule chimique. On rentre dans un domaine qui est vraiment métaphysique, et comme je vous parlais tout à l'heure de l'électron, face, si je peux dire, à l'observateur, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et qui dépend aussi de l'observateur. Donc le problème de la science actuelle, c'est qu'on est toujours observateur, alors qu'en définitive, on est des participants. Tout le problème est là. Et donc Emoto, effectivement, il a démontré que cette eau était sensible à des fréquences, à des sons, et jusqu'aux pensées. Alors, comment interpréter ça? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'explications, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une chose reconnue, que cette eau est sensible à notre pensée. Victor Schauberger est un Autrichien qui était tout simplement un garde forestier avant la guerre, dans un énorme domaine, et il se promenait dans la forêt, bien sûr, il passait devant des torrents, des ruisseaux, etc. Et il y avait une chose qu'il avait remarqué, et bon, c'était un homme qui était très curieux de la nature, bien sûr. Il avait remarqué effectivement que dans ces ruisseaux, il y avait des truites, bien sûr, dans ces torrents même, il y avait des truites,
et que ces truites-là restaient immobiles dans cette eau impétueuse. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et non seulement ces truites restaient immobiles, mais elles remontaient le torrent. Et non seulement elles remontaient le torrent, mais elles sautaient les cascades. Alors elle se dit tout de même, c'est pas là avec la force d'une truite on puisse faire des choses pareilles. Donc il a observé de plus près les choses. Il s'est aperçu que les truites, et comme tout animal, ces bêtes-là n'ont pas besoin d'apprendre, elles savent, si je peux dire, utiliser les tourbillons d'eau, qui sont des vortex qu'on appelle. Et là, il se passe une chose incroyable, c'est qu'effectivement, elles entraient dans ces tourbillons, et ces tourbillons provoquent ce qu'on appelle une espèce de force implosive. Schauberger a donc construit cette turbine, et effectivement, elle débitait par la dynamo plus d'électricité qu'il en était nécessaire pour faire fonctionner le système, mais dans des proportions gigantesques. Donc vous voyez, c'était l'énergie gratuite, illimitée et non polluante. Donc, je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous expliquer comment fonctionne votre corps au niveau biologique, mais il fonctionne strictement qu'avec des énergies implosives, au niveau du cœur, au niveau du sang, au niveau des réactions physico-chimiques. Et tout ça, c'est quelque chose d'énorme qu'on est en train de découvrir. Je n'ai pas eu le temps de parler des photons, qui est j'ai pas un sous-produit de l'électron, mais presque, et qui est effectivement l'artisan de tous les fonctionnements, je dirais, photoniques des cellules. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en définitive, nous sommes que lumière. Il faut le savoir. Hein, quand une cellule meurt, par apoptose, comme on dit, et vous en avez des millions par jour, eh bien, elle relâche toute son information par un flash de lumière qui s'appelle justement une flash de lumière photonique ultra faible, sur le mode gamme d'ultraviolet. Et lorsque vous mourrez, c'est vos 60 000 milliards de cellules qui relâchent tout en même temps. Voilà, et c'est terminé pour vous. Vous avez autre chose à faire ailleurs. Ces deux verres sont tout à fait cristallins, limpides, clairs, que ce soit l'eau pure ou que ce soit cette eau-là. Mais vous allez voir, quand vous buvez certaines eaux minérales, vous allez voir ce que vous buvez. C'est un précipitateur qui forme une espèce d'électrolyse, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dedans va se précipiter. Et ce qui va donc vous donner exactement d'un côté une eau pure, il n'y a rien dedans, donc par conséquent, il ne va rien se passer, et vous allez pouvoir dire que vous buvez de l'eau pure. Et l'autre côté, c'est une eau minérale achetée dans un supermarché. Et vous voyez petit à petit ce qui se passe. La physique quantique a amené bien sûr des interrogations immenses dont on ne sait que faire, puisqu'il n'y a aucune communication entre la physique quantique et la physique classique. Alors justement, à ce sujet-là, dans votre livre, vous relatez des expériences faites aux États-Unis. Donc il y aura les expériences russes qui sont intéressantes, mais d'abord, ces expériences qui ont été menées, le Global Consciousness Project, qui révèle toute l'influence des événements sur la pensée et de la pensée sur les événements. Alors vous en parlez dans le livre, vous pouvez nous le raconter? Alors oui, ça c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, mais l'université de Princeton, déjà depuis une quinzaine d'années, a mis en place des générateurs aléatoires de nombres, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que ce sont des capteurs et des systèmes qui envoient 400 0 et 1 par seconde d'une façon aléatoire. Et effectivement, la courbe, au bout d'un certain temps, il y a autant de 1 que de 0. Bon, ça c'est classique, c'est la loi des probabilités. Donc ils se sont mis en tête de vouloir faire bouger cette loi des probabilités. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils ont installé dans le monde entier, et ça a été relié par des ordinateurs bien sûr, des capteurs qui enregistraient en quelque sorte des événements, mais on ne savait pas quoi. Qu'est-ce que l'humanité pouvait effectivement sensibiliser à ce niveau-là? Ils avaient essayé déjà ces appareils-là sur eux-mêmes, si je peux dire, dans une pièce où ils avaient constaté que la volonté de chacun pouvait influencer ces nombres aléatoires.
C'est-à-dire que le protocole de l'expérience, par exemple, on prend les 100 personnes qui sont ici, la courbe est dessinée en permanence par la sortie aléatoire des 0 et des 1. Tout d'un coup, tout le monde se dit pendant un quart d'heure, on veut que ce soit des 1, et tout d'un coup, la courbe est infléchie, Voilà. hein, et elle est majoritairement vers le 1 et minoritairement vers le 0. Alors c'est là où personnellement j'ai fait une expérience, mais bien avant ça, c'était dans les années 1976-77, l'expérience exactement, ce que vous avez vu tout à l'heure, avec un appareil qu'on avait appelé à l'époque le tychoscope. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes multidimensionnels, et tout à l'heure je vais expliquer comment notre corps fonctionne dans toutes ces dimensions, et notre biologie en particulier. Et là, on commence vaguement à entrepercevoir un certain nombre de choses à ce sujet-là. Donc, le fameux projet donc, a été mis au point, et on a fait des expériences remarquables, à savoir qu'au moment de l'accident de Lady Day, que vous connaissez tous, eh bien, l'appareil a eu des sursauts incroyables. Il y a eu à peu près 1 milliard d'individus qui ont assisté à la télévision à l'enterrement, et l'appareil, effectivement, a complètement déjanté. C'est-à-dire qu'il y a eu là un signe précis où rien n'était aléatoire. C'est-à-dire que l'appareil rendait compte de l'émotion, c'est ça? Alors l'appareil rendait compte de cette émotion générale au niveau de la planète. Donc les 70 capteurs qui se trouvaient un peu partout sur la planète, eh bien, étaient centralisés à l'université de Princeton par des ordinateurs qui rendaient compte que tous ces générateurs fonctionnaient d'une façon uniforme vers le même centre d'intérêt. Et alors, ça a été confirmé encore ensuite par le fameux tsunami en 2000. Non, par d'abord les 2011, où il y a eu le World Trade Center. Le 2001. Les attentats du 11 septembre. Les attentats du World Center. Eh bien, il faut savoir que là, bien sûr, il y a eu un sursaut immense. Mais c'est là où quelque chose a été encore plus curieux, c'est qu'avant que les avions percutent ces tours, 4 heures avant, le système s'était mis en route. Il avait anticipé en quelque sorte l'événement. Alors là, ça a mis tout le monde dans l'espèce de perplexité complète. Nous avons des possibilités de fonctionner à un autre plan, à un autre niveau. Et là, ce dialogue musical entre la protéodie et nous permet d'harmoniser tout simplement le champ d'expérience et surtout la façon dont nous devrions nous conduire avec nos propres virus. Et parce que les virus, la plupart du temps, et les microbes sont endogènes. C'est nous qui les... Nous avons tous les virus et les microbes du monde. Hein, possible et imaginable. Seulement, ils ne bougent pas tous en même temps, heureusement. Parce que nous serons sur des terrains où ils sont plus favorables que certains terrains. Mais nous avons étudié, la dernière fois, on a parlé de la bioélectronique, et Louis-Claude Vincent avait parfaitement compris qu'on pouvait faire tenir tranquille n'importe quel virus ou microbe suivant le terrain sur lequel on était. Il suffisait de boire de la bonne eau, avec les paramètres électriques et électroniques voulus. L'eau est en fait à la source de tout. Sachez tout de même que la science, actuellement, ne peut pas expliquer la vie. On n'est pas capable de fabriquer 1 centimètre d'herbe. Et on se pose la question, après, qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est là que tu veux que j'en parle? Oui. Ah bon. Alors, bien sûr, comment fonctionne l'énergie du corps? L'énergie, je dirais, primaire, eh bien, c'est une énergie qui est implosive et non pas explosive. Ça veut dire quoi, ça? Ben, l'énergie que nous utilisons, nous, en tant qu'hommes, pour fonctionner, faire nos moteurs, l'énergie nucléaire, etc., sont des énergies explosives. C'est-à-dire que, quelque part, nous prenons de la matière et, en fait, nous faisons exploser cette matière, c'est-à-dire nous la dissocions, nous la cassons, hein, c'est-à-dire qu'elle part du centre et tout s'éclate dans l'anarchie totale, avec des rendements ridicules, bien entendu, parce que sachez que tout de même, un moteur à explosion, quand ça dépasse 40% par rapport à l'énergie qu'on lui donne au départ, potentielle, c'est à peu près tout ce qu'il a. Donc, c'est une énergie de destruction.
c'est l'énergie thermodynamique telle que les lois l'ont mis en exergue. Hein, c'est des lois qui appartiennent un peu aux lois aussi newtoniennes. De Newton, si vous lancez une pomme dans l'air et que vous la recevez sur la tête, là vous comprenez qu'effectivement, ce sont des lois qui sont tout à fait tangibles et existantes. Mais en définitive, notre corps ne fonctionne pas simplement avec des lois comme ça. Les lois thermodynamiques qu'on nous fait croire, si je peux dire, mais qui sont vraies, et qui sont des lois qui ont été expérimentées, en fait, cette loi thermodynamique avec laquelle le corps fonctionne est un sous-produit, un résidu, si je peux dire, d'une loi qui est celle beaucoup plus, je dirais, supérieure, qui est la loi de l'énergie implosive. Alors, cette énergie implosive, qu'est-ce que c'est? Alors là, il me faudrait une conférence supplémentaire. Mais on va tout de même vous expliquer ça. On va essayer de résumer. L'énergie implosive, c'est l'inverse. En fait, c'est une énergie froide. C'est la fusion nucléaire, si je peux dire, mais la fusion froide. Alors, je vais vous dire que là, à ce sujet-là, nous, la seule fusion qu'on est capable de faire au niveau de l'énergie nucléaire, c'est la bombache. Alors, vous voyez un peu le truc. Ça va très loin. Mais notre corps, il fait des fusions nucléaires pratiquement toute la journée. Il est capable de faire ce qu'on appelle des fusions froides à 37 degrés. Il va assembler des atomes et créer cette force énorme. Tout ça, tranquillement, sans qu'il y ait véritablement, je dirais, des effets thermiques. D'ailleurs, les anciens connaissaient parfaitement. C'était le point de l'âme. C'était connu, ça. Dans cette partie du cœur, on appelait ça le point de l'âme. Et d'ailleurs, les chirurgiens le savent très bien. Ils savent qu'il ne faut surtout pas toucher à cette partie-là sous peine de mort immédiate. Alors, vous voyez, ces choses-là arrivent. Bon, ce n'est pas votre médecin qui va vous en parler. Mais sachez que ça existe. Et comment on l'a détecté? Tout simplement parce que ce cœur envoie des signaux électriques précis, qui sont en dialogue avec ceux du cerveau, et notamment le cerveau droit. Et qu'on a remarqué que ces signaux, s'ils n'étaient pas syntonisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en accord, eh ben, ça provoquait des perturbations. C'est-à-dire des moments de tristesse, de déprime, de tout ce que vous voulez. Parce que le cœur, en fait, on s'aperçoit que c'est lui qui dirige. C'est lui qui donne cette impulsion. Et en fait, c'est lui qui cale, en fait, ses sentiments les plus élevés de l'humanité, à travers son petit cerveau. Alors ça on a essayé de comprendre. Et effectivement, vous avez un type que je connais, que j'ai connu, tous les mois, je ne le revois plus en ce moment, qui s'appelle Patrick Drouot, certains le connaissent peut-être, c'est un physicien, et qui fait des réharmonisations entre le cœur et le cerveau, à travers des musiques et des signaux de ce genre, pour réharmoniser finalement le cœur et le cerveau. Donc personne ne pense à ça, bien entendu. Mais vous voyez, comme quoi, une fois de plus, la nature fonctionne sur certaines valeurs absolues des choses, et notamment les côtés affectifs, les sentiments, de l'amour, des choses comme ça. Bon, ça va plus loin que ça encore. Donc, tant qu'on ne fonctionne pas là-dedans, eh bien, vous voyez, on meurt de crise cardiaque, ou je ne sais pas quoi, on a des problèmes cardiaques. Si on ne boit pas d'eau en plus, vous voyez un peu le problème. Ça va très vite. Croyez-vous que quand vous allez atteindre des âges comme 80 ans, si vous ne faites rien, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait un état intérieur qui favoriserait la vie, et des états intérieurs qui seraient en défaveur de cette énergie-là. Le cœur est en fait une espèce de symbole d'une alliance avec notre Créateur. C'est quelque chose qui peut paraître abstrait. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur? Bon, il y en a un quelque part, puisque actuellement la science, si je peux dire, essaye de démontrer que la création fonctionne sans créateur. C'est une histoire de fou. On n'y arrive pas. Donc il va bien falloir recaler un certain nombre de choses pour démontrer que notre création fonctionne d'une façon tout à fait logique. Que c'est un principe créateur, que ce n'est pas quelque chose d'abstrait
avec des dogmes, des rituels, des choses comme ça. Non, absolument pas. Donc nos religions se sont enfermées là-dedans, elles ont du mal à s'en sortir, ça c'est vrai. Bon, mais en définitive, tous ces mondes existent quelque part, mais d'une autre façon. Ok, alors on va passer toujours en parlant de l'énergie implosive, non plus à l'intérieur de notre corps, mais comme énergie qui serait peut-être une solution face aux pénuries généralisées du monde actuel. Alors voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous relatez un certain nombre d'expériences qui ont été faites, qui ont été visiblement relatées, avérées, etc. C'est intéressant parce que vous dites même qu'il y a certains endroits en France où des personnes dans les campagnes utilisent cette énergie. J'en ai parlé pendant 1 heure avant la conférence avec des cinéastes là, qui voulaient savoir. Bon, je vais pas recommencer la conférence, mais effectivement, nous sommes actuellement dans une société où tout fonctionne avec des principes d'énergie thermodynamique. Que ce soit, bien sûr, le pétrole, le charbon, etc., que ce soit les réacteurs nucléaires, tout finit par des explosions, tout finit par des systèmes qui fonctionnent avec des rendements ridicules. Un panneau solaire, c'est un rendement de 20%, c'est rien du tout. Hein. Quant aux éoliennes, n'en parlons pas, il faut qu'il y ait du vent. Donc tout ça, c'est absurde actuellement. On est dans un monde absurde. On a beau défiler contre le nucléaire, c'est pas en supprimant le nucléaire qu'on va réussir à faire fonctionner notre technologie. Donc tout le monde le sait. Alors que nous le savons, et beaucoup le savent, que nous avons les énergies implosives, ce qu'on appelle l'énergie libre, si vous voulez. Alors moi, je me suis penché là-dessus il y a longtemps, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, j'ai vu des moteurs tourner, j'ai vu... Bon, et c'est vrai que, l'eau peut être, bien sûr, un agent qui permet de faire de l'énergie à partir de cette eau. J'ai vu, bien sûr, comment dirais-je, des scientifiques dont je ne donnerai pas les noms parce qu'ils seraient grillés, si je peux dire, dans leur laboratoire, qui sont occupés de ça, etc. Et ces énergies sont déjà au point. Définissons d'abord ce que nous appelons l'énergie libre. L'énergie libre est pour nous une énergie convertible, en forme utilisable depuis une source inépuisable. C'est une énergie parfaitement décentralisée, permettant à chaque foyer d'avoir sa propre source, sans que l'énergie ne soit acheminée par câble depuis une source centralisée la produisant. Nous précisons également que l'énergie libre n'a absolument rien à voir avec le mouvement perpétuel. Ce dernier est souvent associé, à mauvais escient, à l'énergie libre, dans le seul but de discréditer toute possibilité d'engendrer cette forme d'énergie. Nous l'affirmons clairement, le mouvement perpétuel est tout simplement impossible techniquement. Nous ne traiterons donc pas de ce sujet inutile. Regardons maintenant concrètement ce qui a été fait pour la création de cette énergie libre. Revenons aux activités de l'ingénieur Nikola Tesla. En 1899, Tesla aménagea dans son laboratoire à Colorado Springs, dans l'État du Colorado aux États-Unis, et entama ses expériences sur les ondes terrestres et atmosphériques afin de trouver de nouvelles formes d'énergie, gratuites et illimitées entre autres. Il a alors l'idée d'utiliser un phénomène connu sous le nom de résonance de Schumann. Il existe autour de la Terre une cavité qui résonne à une fréquence d'environ 8 cycles par seconde. Cette cavité est comprise dans l'espace entre le sol que nous foulons et l'ionosphère. Cette bande, qui fait environ 60 km, est une caisse de résonance tridimensionnelle dans laquelle on peut transmettre de l'énergie électromagnétique de 8 Hz, sans presque aucune atténuation. La résonance de Schumann tire ses mégawatts d'énergie des éclairs qui se produisent plusieurs fois par seconde partout dans le monde. Sachant qu'une cavité résonante peut être excitée et que l'énergie peut être transmise dans cette cavité, il devrait être possible d'engendrer une résonance et de transférer l'énergie via la cavité à n'importe quel point de la Terre. Ce qui résulterait, à toute fin pratique, en une transmission sans fil d'énergie électrique. C'est donc dans son laboratoire de Colorado Springs
que Tesla mit au point la technologie qui lui permit de produire des courants à très haute tension. Le laboratoire abritait une gigantesque bobine Tesla et un mât télescopique permettant d'élever une boule de cuivre à une hauteur de 43 mètres. Lorsqu'il met l'interrupteur en marche, les éclairs qui apparaissent dans son laboratoire sont retransmis à l'antenne et à la boule de cuivre qui la surmonte. D'immenses éclairs bleus s'échappent alors vers le ciel et atteignent plus de 30 mètres. Le tonnerre provoqué par ces éclairs s'entend à 25 km à la ronde. Pour Tesla, c'est un couronnement de la foudre fabriquée par l'homme. Tesla en conclut que le courant d'énergie de la Terre peut être utilisable pour transmission de l'électricité n'importe où sur la planète. Il retourna à New York en janvier 1900, satisfait de savoir qu'il pourrait maintenant mettre en pratique son rêve de communication sans fil. Il engagea un architecte pour la fabrication d'une tour de bois de 47 mètres de haut, coiffée d'une électrode de cuivre en forme de champignon. Elle devait servir d'énorme émetteur. Tesla appela ce projet Wardenclyffe et envisagea que la station enverrait aussi bien de l'énergie que des informations sur les canaux de toutes les fréquences radio. La construction de la tour était presque terminée en 1902, mais Wardenclyffe ne fut jamais achevée. À partir de 1905, Tesla n'eut plus les moyens de financer son projet et la tour de Wardenclyffe fut démolie en 1917. En ce début du XXIe siècle, deux physiciens russes, Leonid et Sergueï Plekhanov, ont créé leur propre centre de recherche sur l'énergie libre, Global Energy Transmission, GET. Ils se sont donné pour objectif de reprendre les travaux de Tesla et de recréer entre autres un prototype modèle réduit de la tour de Wardenclyffe afin de monter au-delà de toute théorie la possibilité d'engendrer de l'énergie libre par ce procédé. Affaire à suivre. Au-delà des activités menées par Tesla, regardons maintenant les travaux d'autres chercheurs et inventeurs sur le développement de l'énergie libre. Citons le cas de Victor Schauberger. Victor Schauberger, 30 juin 1885 au 25 septembre 1958, était un garde forestier autrichien, un naturaliste, un philosophe et un inventeur. Il inventa ce qu'il désigna comme la technologie d'implosion. Les machines de Schauberger fonctionnaient selon le principe d'un mouvement spiralé vers l'intérieur ou d'implosion. Bref, il avait découvert comment produire de l'énergie électrique d'une manière radicalement différente, en travaillant en harmonie avec les mouvements créatifs de la nature. Le moteur à implosion de Schauberger était un moteur rotatif et à propulsion par générateur autonome sans alimentation par combustion, l'exact contraire du moteur à explosion. Il rejetait le moteur à explosion car il soutenait qu'il contredisait les lois naturelles, étant donné que c'est un phénomène destructeur. Le moteur fut développé durant la Seconde Guerre mondiale par le Troisième Reich. Il comportait un circuit fermé avec un mélange d'eau et d'air, mu par un moteur électrique, fourni par l'aviation allemande, et il atteignait 20 000 tours minute. Le modèle A fut mis en marche sous l'autorisation de Schauberger. Les amarres le retenant se rompirent, faisant s'écraser et se détruire l'engin contre le toit du hangar. Se basant sur la résistance des vis, Schauberger estima la force ascensionnelle à 228 tonnes. Schauberger a également développé ses propres théories basées sur les vortex fluidiques. Schauberger voit sa vie à démontrer combien la désacralisation de notre environnement procède de notre ignorance totale de la manière dont la nature opère sur le plan énergétique. Sa conviction était que l'humanité devait commencer par humilité, à étudier ce que la nature nous enseigne au lieu d'essayer de la corriger. Nous faisons nôtre également ce principe. L'ingénieur allemand William Baumgartner avait repris les travaux de Schauberger. Vers la fin des années 70, Baumgartner commença à développer ce qu'il appela des tubes à tornades, sa propre version de l'équipement de Schauberger. En utilisant intelligemment les connaissances en égantropie, l'humanité peut se passer de détruire la matière et de dissiper l'énergie, et entrer dans un futur où l'énergie s'écoule de manière harmonieuse, sans nuire à l'environnement et sans problème de pénurie. Parlons maintenant d'un pionnier antérieur à Nikola Tesla, John Ernst Worrell Kelly, de Philadelphie. À en croire les documents historiques, Kelly avait réussi d'autres exploits incroyables. Il aurait construit une machine capable de creuser un tunnel dans la roche en pulvérisant la pierre. Son invention avait l'air de faire fondre la roche aussi vite que la machine avançait. Il libéra l'énergie dans l'eau d'une manière similaire à celle des chercheurs d'aujourd'hui, à savoir en créant avec des ondes sonores
de toutes petites bulles dans l'eau qui, lorsqu'elles éclatent, libèrent de l'énergie. Les observateurs ont vu un moteur fonctionner avec l'énergie libérée par cet appareil que Kelly appelait son libérateur. Parfois, il est difficile de se rappeler de ces travaux datant du 19e siècle. Pourquoi ne connaît-on pas plus les travaux de Kelly aujourd'hui? Et pourquoi la communauté scientifique ne s'y intéresse-t-elle pas? Une des raisons est que Kelly n'utilisait pas une terminologie scientifique pour décrire son travail. Il ne parlait pas le langage de la science, et aussi, il était tellement en avance sur la science de son temps que, comme pour Tesla, ses travaux étaient tout bonnement ignorés par beaucoup de scientifiques. La Pound Science Institute de Dale Pound poursuit à ce jour les travaux de Kelly, entre autres. Walter Russell, de 1871 à 1963, est un autre chercheur en énergie dont les travaux sont réétudiés. Selon les archives de la Fondation Walter Russell, Nikola Tesla aurait été tellement impressionné par les théories de Walter Russell qu'il lui conseilla d'enfermer ses connaissances au Smithsonian pendant 1000 ans, en attendant que l'humanité soit devenue capable de les utiliser de manière responsable. Walter Russell fit des travaux sur comment produire de l'hydrogène bon marché. Des chercheurs modernes ont été en mesure de confirmer les travaux de Russell. Dans les années 90, 3 hommes du Colorado, le chercheur en chimie Ron Kovac, l'ingénieur en électricité Toby Grotz et le médecin naturopathe Tim Binder, procédèrent à des recherches approfondies en laboratoire pour voir si les théories et les expériences de Russell tenaient la route. La réponse fut oui. Le trio a répété l'expérience que Russell avait faite en 1927 et qui fut en ce temps déjà vérifiée par les laboratoires Westinghouse, qui démontrait une méthode bon marché et efficace de production d'hydrogène. Ceci permettait le développement d'une économie basée sur l'hydrogène comme carburant et qui serait pratiquement non polluante et fondée sur l'abondance et non sur une rareté. Russell a aussi construit un appareil qu'il a nommé générateur optique à dynamo Russell, qui captait selon lui l'énergie libre. Toby Grotz a entrepris des recherches pour retrouver les plans originaux de cet appareil, et le 10 septembre 1961, cet appareil était opérationnel. Toutefois, sa découverte n'a attiré l'attention de personne, si ce n'est celle du NORAD, North American Aerospace Defense Command. Et il n'existe aucune source officielle qui dise ce que le NORAD en a fait. Thomas Henry Murray, 1892-1974. Beaucoup de personnes perdent l'intérêt pour les choses qui les captivaient quand elles étaient plus jeunes. Mais Murray, fils d'un homme d'affaires, devint ingénieur en électricité et poursuivit son rêve. L'idée que l'humanité pourrait exploiter l'énergie du cosmos en stimulant et en amplifiant les oscillations existantes dans l'espace. Murray non seulement croyait en cette idée, mais il l'a prouvée publiquement. Il découvrit les écrits de Nikola Tesla en 1900, mais s'est aussi inspiré des travaux du Français, le docteur Gustave Le Bon, auteur de l'évolution de la matière et de l'évolution des forces. Son appareil à énergie radiante marchait pendant des jours sans s'arrêter, convertissant l'énergie de l'espace en électricité utilisable. Preuve et témoignage d'autorité respectable à l'appui. Cet appareil, posé sur le coin d'une table, ne contenait aucune pièce mobile et produisait une étrange sorte d'électricité qui alluma des ampoules, chauffa un fer à repasser et fit tourner un moteur. Mais l'appareil de Murray fut détruit et sa famille subit toutes sortes de harcèlements, probablement par ceux qui ne voulaient pas qu'un tel appareil fût disponible pour le grand public. Aujourd'hui, ses fils essaient de reprendre le travail là où il l'a laissé. Nous pourrions parler aussi de Ken Shoulders et de ses amas de charge, de Floyd Sweet, qui inventa un générateur d'énergie révolutionnaire à aimant permanent. Sa technologie était un tube triode amplificateur du vide, Vacuum Triode Amplifier, VTA. L'aspect le plus surprenant de l'appareil de Sweet, c'est qu'il produisait beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consommait. Citons également Bruce De Palma et sa N-Machine. De Palma s'inspira des expériences de Faraday, sauf que lui utilisait des matériaux modernes comme des aimants super puissants pour obtenir de l'électricité. De Palma a appelé son appareil la N-Machine, N signifiant à l'énième degré, parce qu'il considère que la machine a un potentiel de rendement presque illimité. Citons le Bolivien Francisco Pacheco et son générateur d'hydrogène. Le 27 juillet 1974 à Point Pleasant, dans le New Jersey, Pacheco fit marcher pendant 9 heures un bateau de 8 mètres avec l'eau de l'océan
comme combustible. Son invention séparait l'hydrogène de l'eau de l'océan au fur et à mesure du besoin pour en utiliser l'énergie. Les implications étaient énormes. Voici un réservoir à combustible de la taille d'un océan rempli d'énergie gratuite. Alors qu'habituellement, la fumée des gaz d'échappement se propageait au-dessus de l'océan. Ici, les déchets du générateur n'étaient que de l'eau claire. Mais Pacheco, comme beaucoup d'autres inventeurs, s'est heurté à un mur de silence et d'indifférence à l'égard de son invention, etc., etc., etc. Il y aurait encore tant de chercheurs, inventeurs et découvreurs à citer ainsi que leurs inventions pour l'énergie libre, mais ça serait bien trop long. Bref, ce que l'on peut en conclure, c'est que lorsque l'on voit tout ce qui a été fait pour le développement de l'énergie libre, on ne peut nier l'évidence de la possibilité d'une telle énergie, si difficile puisse être son accessibilité à ce jour. Car malheureusement, les quelques chercheurs, inventeurs que nous venons de citer dans cet exposé ont pour la plupart subi de violentes répressions dues à leur découverte. Laboratoires saccagés ou incendiés, comme pour Tesla, menaces de mort, mais aussi des coups de feu, comme pour Murray, ou des suicides ou accidents étranges. La plupart furent souvent discrédités et critiqués par les experts, comme les pionniers l'ont été dans le passé, de Galilée à Max Planck. Et encore, pour Galilée, il y aurait des choses à dire. Et pour cause, énergie libre égale liberté individuelle. Comme nous l'avons déjà dit, l'énergie libre désigne avant tout une énergie décentralisée, permettant à chaque foyer d'avoir sa propre source d'énergie. Et qu'y a-t-il de plus répugnant pour des financiers que la liberté individuelle, eux qui veulent tout contrôler et tout faire payer pour s'enrichir, ainsi que les régimes politiques travaillant pour eux. On comprend dès lors que cette énergie libre puisse être un fardeau pour ces gens-là. Mais Victor Schauberger ne les rendait pas seulement responsables. Son aversion était plutôt contre les grands domaines scientifiques pour leur arrogance et leur esprit de caste. Il fustigeait également les chercheurs en raison de leurs œillères et de leur incapacité à faire des recoupements, contrairement à ce que nous faisons souvent aujourd'hui. Il ne tenait pas la hiérarchie politique pour responsable des malheurs du monde. Il pensait que les dirigeants politiques sont foncièrement opportunistes, au point d'être les jouets du système. C'est à ses propres adversaires, qualifiés par lui de scientifiques, techno-universitaires, qu'il reprochait l'état pitoyable du monde. Mais comme nous défendons la décentralisation du pouvoir dans le cadre d'une monarchie de salut public, il est donc tout naturel pour nous de défendre également la décentralisation énergétique de notre pays avec les avantages écologiques que cela implique. Quand on sait que le nucléaire a bénéficié de 85 à 90% des ressources publiques et les énergies renouvelables moins de 2%. Nous préconisons d'inverser la tendance et qu'un pourcentage élevé de ces ressources aille à la recherche et au développement de l'énergie libre sur la base des travaux qui ont été amorcés depuis plus d'un siècle déjà par tous les chercheurs et inventeurs qui ont œuvré pour sa réalisation. Les énergies fossiles ont fait leur temps, le nucléaire aussi. Place à la révolution énergétique qui couronnera de succès l'avènement d'un futur serein et le bien-être de nos générations futures, reposant sur les ruines d'un monde basé sur l'orgueil et l'esprit mercantile. Le jour de notre libération n'est pas loin. Lorsque le citoyen reprendra son véritable pouvoir de décision, alors notre jour viendra.
relation entre mes découvertes et les anciennes civilisations qui probablement étaient présentes sur notre planète avant que ces civilisations dont on a des références les aient trouvées. Ils ont trouvé des monuments qui restaient de cette vraiment ancienne civilisation qui avait des données très avancées. Presque 300 civilisations qui parlent d'une civilisation très avancée qui était sur notre planète avant notre histoire et qui a été déstabilisée par un déluge. Et donc, tout ça ensemble, ça fait une possibilité d'une nouvelle évolution, d'une évolution où on développe une technologie très avancée, basée sur une nouvelle compréhension de la physique, une compréhension de la physique où on réalise que chaque atome est connecté avec tous les autres atomes, que l'univers est intriqué, que l'univers est connecté et que la masse et l'énergie, en fait, c'est de l'information qui est dans le réseau d'intrication de notre univers. Et ça change beaucoup de la façon qu'on pense à notre univers, de la façon qu'on pense à nous-mêmes et notre relation avec l'univers et la technologie. Ouais. Nous dit quelque chose de complètement différent à propos de la masse, de l'énergie, de la gravité, de qui on est, de quoi est l'univers et peut-être même de qu'est-ce que la conscience et comment elle émerge dans la matière. Il n'y a plus qu'à réécrire tous les bouquins d'histoire. Ah oui, ça va changer beaucoup de choses et le monde change très rapidement maintenant. Ouais. Il y a des choses qui s'ouvrent. Vous savez que Tu le vois, ouais. Oui, quand je parlais comme ça il y a 20 ans, Ouais. c'était très difficile, surtout pour les gens avec beaucoup d'éducation, des ingénieurs, des physiciens, des biologistes, tout ça. Maintenant, même les archéologistes, beaucoup d'archéologistes admettent maintenant que probablement il y avait une autre civilisation avant les cataclysmes de la fonte des glaciers. On va amener la civilisation à avoir une différente relation avec l'énergie. Ouais. Oui, on va découvrir en fait c'est quoi l'énergie, parce que vous savez, Oui. en physique, on comprend pas nécessairement c'est quoi l'énergie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut l'utiliser, on sait qu'on peut faire des champs électriques, on peut faire des champs magnétiques, mais on ne sait pas vraiment d'où vient le champ électrostatique ou magnétique qui est créé par l'électron. Et quand on bouge les électrons, on obtient un champ électrique, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Là, on commence à le découvrir. On commence à découvrir que, en fait, ça vient d'informations dans la structure de l'espace, que c'est quelque chose de très profond. Et quand on découvre ça, ben, ça nous amène à avoir une possibilité d'extraire de l'énergie directement de la structure de l'espace. La structure de l'espace a été démontrée en quantique physique, en physique quantique. Elle est pleine d'énergie. Et si on apprend comment interagir avec cet espace pour extraire de l'énergie, il y a assez d'énergie dans un centimètre cube d'espace pour toute la planète pour des centaines d'années, pour des milliers d'années. Et aussi, les niveaux d'énergie sont tellement hauts que ça nous amène au contrôle de la gravité, ça nous amène à des choses... Pour aller voyager dans l'espace, tu veux dire? Oui, les vaisseaux spatiaux, changer nos concepts de voyage dans l'espace à partir de fusées, qui est vraiment une technologie archaïque. C'est quelque chose qui semble très, très lointain pour beaucoup de gens, mais je vous assure qu'on est très près. Certains disent que tu vas recevoir un jour le prix Nobel. Ah oui? Tu crois? Cette prédiction est la plus précise de toutes les théories. Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais ça demande des très gros changements fondamentaux dans les concepts de physique qu'on a aujourd'hui. La théorie qui a créé cette prédiction dit quelque chose de complètement différent à propos de l'atome. Elle dit que le noyau d'un atome, le proton, est connecté, est intriqué avec tous les autres atomes dans l'univers. Et c'est comme ça que j'ai extrait les mathématiques pour le rayon de ce proton.
Et donc, c'est difficile. Ça va prendre un peu de temps pour que ça se digère et pour que ça devienne de plus en plus acceptable. Mais toi, Si on découvre des choses incroyables en archéologie, on découvre plein de choses qui nous disent que notre histoire, elle est certainement pas complète de la façon qu'elle est écrite en ce moment. On se rend compte en physique qu'il y a des physiques qu'on ne comprenait pas qui émergent maintenant, que l'univers est unifié, que nous faisons partie d'une structure, d'un réseau de connexions dans l'univers. Et que nous sommes absolument soutenus à tout instant. Oui, exactement. À chaque seconde, à chaque minute, que la vie, c'est un miracle. Et que c'est beaucoup plus que notre petit environnement ou notre petite influence, mais qu'en fait, on est connecté à l'un à l'autre, mais à toute chose aussi dans l'univers. Et que donc, que la collaboration et l'évolution, c'est beaucoup mieux que la destruction et la compétition. Je vois un futur très beau pour notre planète. Ouais. Si c'est des gens qui peuvent financer ce genre de projet, n'hésitez pas à les emmener vers les Resonance Foundation. Oui, Resonance Science Foundation, resonance.is. Résonance.is. Oui. De toute façon, on te retrouve. Hein. Oui. Pas de soucis. Gros bisous. On vous embrasse très fort de Genève. Merci à tout le bientôt. monde. Merci d'être venu aux conférences. Gros bisous, plein de cœurs. Regarde-moi tous ces cœurs, c'est magnifique. Que notre société utilise cette énergie fondamentale de création pour sa technologie, ça fait du sens. Pour moi, d'un côté, c'était évident qu'on y arriverait un de ces jours. Et c'est gratuit, il y en a une quantité illimitée de disponibles. Exactement. C'est-à-dire que quand on calcule combien d'énergie électromagnétique est dans la structure de l'espace au niveau quantique, c'est énorme. Il y a plus d'énergie dans un centimètre cube d'espace au niveau quantique que la masse de l'univers en termes d'énergie. Alors, c'est incroyable qu'elle soit là, cette énergie, et qu'on ne l'utilise pas. Parce qu'on ne savait pas nécessairement qu'elle était là. Ouais. Ou il y a des personnes qui ont essayé, mais qui se sont fait stopper quand même, qui ont été arrêtées dans leur élan. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de difficultés dans notre évolution. Des inventeurs qui avaient découvert cette énergie, par exemple Tesla et Russell et d'autres, qui ont essayé de l'amener sur le marché, de nous l'amener, mais qui ont été arrêtés à cause d'intérêts sur d'autres technologies qui sont basées plus sur les fossil fuels, le pétrole et les énergies nucléaires et tout ça. Et donc, il y a eu des difficultés dans notre histoire. Et peut-être aussi, on n'était pas prêt socialement, globalement, à avoir tant de puissance, tant d'énergie. Parce que les implications, elles sont énormes d'une telle découverte. Hein? Absolument. Ça va changer notre monde complètement. Imaginez qu'on peut extraire une quantité presque infinie d'énergie dans chaque point de l'espace. Ça veut dire qu'on n'a plus de problème d'énergie, on n'a plus à faire des trous dans la terre pour trouver de l'énergie, on n'a plus à faire toutes ces choses qui polluent pour faire de l'énergie. Quand on utilise l'énergie, on ne pollue plus. Et donc, ça change toute la façon qu'on a notre relation à l'univers, notre relation à l'énergie, notre compréhension de l'énergie, notre compréhension de la masse, notre compréhension de nous-mêmes, de l'univers. Et aussi, ça nous amène au contrôle de la gravité. Alors, c'était clair pour moi, avant 1999, que je ne devais pas juste écrire les concepts théoriques et les mathématiques pour décrire cette force, mais de développer des technologies qui nous amèneraient à extraire l'énergie du vide, mais aussi à utiliser cette énergie pour contrôler les champs gravitationnels qui nous donneraient accès à notre système solaire, à notre système galactique et peut-être... Voyage interstellaire. Voyage interstellaire et tout ça. Ça, c'est bientôt.
Ça, c'est très bientôt. Le travail sur le contrôle de la gravité est fait dans beaucoup de laboratoires maintenant autour du monde. Même NASA a une section qui travaille là-dessus. Ils essaient de faire une warp drive en utilisant l'énergie du vide. C'est pas que moi, ce n'est plus que moi qui essaie de faire ça. Mais en 1999, j'étais probablement un des premiers dans cette région. Évidemment, Tesla et d'autres avaient fait avant. Mais j'ai essayé donc d'extraire un peu de l'énergie du vide. Et donc, j'ai commencé à construire, basé sur les théories que j'ai écrites en physique, une technologie pour créer un peu un gradient dans la structure de l'espace pour extraire un peu d'énergie. Et je ne savais pas si j'allais réussir. Évidemment, c'était très précaire, expérimental et précaire au début parce que mes finances n'étaient pas très grandes non plus. Et donc, j'étais très étonné que j'ai eu des effets. Mais les effets de la technologie n'ont pas été nécessairement ce que je m'attendais. J'ai essayé de faire des mesurements, mais je n'avais pas nécessairement aussi tout l'équipement pour mesurer. Vous savez, j'avais besoin d'interféromètres, j'avais besoin d'équipements que je n'avais pas, qui sont très chers. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Les plantes autour de mes expérimentations avaient poussaient anormalement. Poussaient anormalement. Et ils faisaient des choses bizarres. Par exemple, les plantes d'habitude se tournent vers le soleil, c'est-à-dire que où il y a de la lumière, ils se tournent vers la lumière pour obtenir plus de photosynthèse. Mais dans ce cas, ils se tournaient vers mon expérimentation, vers mon matériel. Et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas nécessairement pourquoi. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des énergies qui émanent du matériel que je ne comprends pas, que je ne mesure pas. Alors, j'ai essayé de trouver une façon de le mesurer. Je me suis dit, à partir de coïncidences aussi, où j'ai reçu des papiers d'expérimentation qui avaient été faits par Walter Russell en 1927, qui avaient été testés dans les laboratoires de Westinghouse à l'époque. J'ai eu des indices qui m'ont dit il faut peut-être regarder à la structure de l'eau. Peut-être que les plantes grandissent plus vite ou grandissent anormalement parce que l'eau dans la plante change. Alors, j'ai mis de l'eau près de mon expérimentation et j'ai fait des tests indépendants. J'ai envoyé l'eau pour se faire tester. J'ai comparé avec l'eau qui n'avait pas été modulée et j'ai vu des différences dans la viscosité, dans l'énergie de l'eau, dans le pH et tout ça. Et je me suis dit, il y a un changement qui se passe. Et là, je me suis dit, il y a un effet. Et j'ai commencé à faire des tests avec les plantes. Et depuis le temps, on a fait des milliers de tests et on n'a jamais eu un test négatif. Dans tous les cas, les plantes, quand on leur donne cette eau qui a été modulée par la technologie, ils poussent plus vite, de 100 à 400% plus vite. Et ils font plus de fruits. Les graines des fruits sont plus viables que la normale et tout ça. Et les plantes sont beaucoup plus résistantes aux pathogènes, aux champs électromagnétiques et tout ça. Alors, dans le coup, nous aussi. Ouais. Parce qu'on est fait d'eau. On a beaucoup d'eau dans notre corps. 75% de notre corps est de l'eau. La plupart des fluides dans notre corps, ce n'est pas nécessairement le sang. Le sang, c'est que 20%. Il y a les fluides interstitial fluids, qui sont 80% des fluides dans notre corps, qui sont de l'eau saline, donc de l'eau très conductive, et qui est pompée par les lymph nodes, je ne sais pas comment on dit en français, mais qui circule dans notre corps et qui fait que notre corps fonctionne. Et donc, je me suis vite rendu compte que je pouvais, avec ces cristaux, que je module pour qu'ils deviennent des petits conducteurs de cette énergie qui est dans le vide,
je pouvais affecter la structure de l'eau pour qu'elle devienne plus énergétique, pour qu'elle aide les systèmes biologiques à fonctionner avec plus haute cohérence. Donc permettant une meilleure hydratation. Permettant une meilleure hydratation, les plantes montrent qu'ils sont beaucoup plus de minéraux dedans, donc meilleure alimentation, les meilleures éliminations et tout ça vient, tout ça. Vous savez, devenir vieillir, c'est un peu déshydraté. Se déshydrater de plus en plus, on a moins en moins d'eau dans notre corps. Oui, on a moins en moins d'eau. On se déshydrate. Je pense qu'à l'âge de 50 ans, on a 60% moins d'hydratation qu'on avait quand on était adolescent. Et donc, et ce qui arrive, c'est que donc, l'élimination des cellules ne se fait pas aussi bien. Nos fluides interstitieux deviennent pollués. L'alimentation des cellules ne se fait pas aussi bien, tout ça. Et ça, c'est le résultat de l'eau qui devient de moins en moins cohérente, moins en moins cristalline, et qui n'hydrate pas les cellules comme il l'hydratait quand on était plus jeune. Et évidemment, ça va nous amener à avoir ces cristaux qui vont produire de l'énergie pour notre maison, produire de l'énergie pour notre voiture, et ça va être les cristaux de rendement pour notre société. C'est dans combien de temps, ça? Ça risque d'être dans les 10 prochaines années, 5 à 10 prochaines années. C'est très excitant parce que... Ça va vite, là. On y arrive. On y arrive finalement. Et c'est critique qu'on y arrive parce que notre société, il faut trouver des solutions d'énergie différentes de ceux qu'on a en ce moment parce qu'on fait face à une extinction de la vie humaine sur notre planète due à la façon dont nous produisons l'énergie sur notre planète. Alors, c'est très critique qu'on trouve ça et qu'on y arrive. L'univers est plein d'énergie partout dans la structure de illimité. Illimité. Et il y a moyen technologiquement d'extraire cette énergie pour que notre société fonctionne en direct accord avec la structure de l'espace. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on mimique ce que la nature fait déjà quand elle fait des protons, quand elle fait des électrons, quand elle fait des planètes, des étoiles et des galaxies. On va éventuellement, j'espère, éliminer le niveau de technologie plus précaire quand une société technologique se développe, qui sont plus sales, qui salissent notre environnement, à une technologie cristalline qui, en fait, nettoie notre environnement. Quand on l'utilise, quand on extrait de l'énergie de cette technologie, on devient plus en santé, on vit plus longtemps, on vit mieux, et tout ça. Ça, c'est donc une société qui va vers des plus hauts niveaux de cohérence au lieu d'une société qui est en train de s'autodétruire. Et ce que tu dis, c'est que bientôt, accéder à potentiellement des voyages interstellaires, enfin, toutes tes recherches t'amènent à lever le voile de la gravité, là. Oui, parce que évidemment, si on a accès à la structure de l'espace, on sait depuis Einstein que c'est la structure de l'espace qui crée les champs gravitationnels. On a automatiquement, éventuellement, le contrôle sur la gravité. Donc, le contrôle, si la gravité peut nous attirer vers la Terre, la gravité aussi peut nous extraire de la Terre, nous laisser monter vers le Soleil, vers le centre de la galaxie, tout ça. Et donc, si on contrôle les champs gravitationnels, on pourrait très rapidement, éventuellement, coloniser notre système solaire, interagir avec la galaxie, même peut-être avec l'univers, passer d'un côté de l'univers à l'autre, ouvrir des trous de verre, des trous noirs, tout ça. Les limites, on ne peut pas trouver les limites. C'est incroyable. Et c'est l'endroit où l'humanité doit aller. On a développé notre humanité, on a développé notre société technologique à partir du contrôle des champs électromagnétiques. On a découvert les champs électromagnétiques, on a compris comment les contrôler, on a inventé toute notre technologie, toute l'électricité, nos téléphones, tout fonctionne là-dessus.
le prochain pas pour l'humanité, c'est de contrôler la gravité et là, on y arrive. Vous savez, l'intérêt est très grand en ce moment et il faut le capturer parce que c'est le temps de faire le changement et il faut que tout le monde participe. On est en plein dans cette ouverture là. En ce moment, je sens que ça va à toute vitesse. C'est du bonheur, les révélations n'arrêtent pas. Donc merci Nassim de participer à tout ça. On vous embrasse très fort. Merci. Gros bisous. Bientôt. Parcourir un petit peu les méandres de l'alimentation. On a évoqué le système corporel, le système plus spirituel. Maintenant, vous évoquez très facilement l'énergie, la physique, la médecine quantique. En quoi cet élément complètement obscur pour la plupart des gens, et même pour certains physiciens, va devenir l'avenir de notre thérapeutique? Comment vous êtes arrivé à ça? L'avenir est issu du passé déjà, parce que le terme quantique, c'est vrai que ça vient de la physique quantique, le quantique étant issu du terme quantum, quanta au féminin, c'est du latin, étant une unité infinitésimale d'énergie, et là on change de paradigme. La physique aujourd'hui va vers la physique quantique. On est obligé d'aller vers ça. On appelle ça le saut quantique, parce qu'on n'est pas capable de suivre par exemple le mouvement d'une voiture. Quand elle avance, on va 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. En quantique, la voiture est un instant là et un autre instant là. Et elle peut être en même temps aux 2 instants. C'est-à-dire quand on travaille sur un photon, on intervient sur son photon jumeau en même temps, quelque espace-temps qu'il y soit. Donc ça dépasse tout l'entendement. Et on va dire que le quantique, c'est l'invisible qui anime la matière du vivant. Donc ça rejoint l'hypnose, ça rejoint la psychothérapie, ça rejoint les fascias, ça rejoint le travail corporel de l'inconscient. Et ces médecines étaient, je dirais, instinctives il y a des millénaires. La médecine chinoise, quelque part, est une médecine quantique. Parce qu'en mettant un petit paratonnerre qui est une aiguille sur un point où ils ont vérifié après avec des IRM que finalement ces longs couloirs et ces longs méridiens étaient vraiment là où les Chinois les avaient mis. C'est quand même extraordinaire. Et qu'à un point, on touchait un point et clac, en distance, on touchait un autre point. Donc, le quantique, depuis la nuit des temps, l'être humain avec sa conscience déjà a appréhendé ce quantique. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont capables de le mesurer de plus en plus. Vous savez, votre téléphone portable est issu du quantique. C'est Nikola Tesla, tout ça. Nikola Tesla, dans les années 1920, il y a eu une énorme, vraiment une prolifération d'ingénieurs extraordinaires, dont Einstein. Einstein, Tesla, Wilhelm Reich, tous ces gens-là ont fait partie de cette éclosion d'ingénieurs fabuleux. Et puis, eh bien, je dirais, l'industrie a choisi le lourd, le chimique, la grosse énergie fossile, alors qu'on était en train de développer l'énergie surnuméraire avec le champ magnétique terrestre, etc. Mais ça ne rapportait pas assez. Donc on a choisi la grosse énergie lourde qui rapporte surtout à ceux qui la fabriquent et qui nous en fait dépenser beaucoup. Alors, donc, en quoi cette médecine elle est quantique justement, et qu'est-ce qui a défini cette médecine quantique? Cette médecine quantique, elle se définit d'abord parce qu'il commence à y avoir des appareils, que la NASA, via les astronautes, s'est aperçu qu'on ne pouvait pas soigner un astronaute avec un médicament. C'était impossible, on a failli en faire crever plus d'un avec un médicament. Donc ils ont essayé de comprendre comment un corps humain fonctionnait, et ça c'est les Russes, sont extrêmement avancés. Vous allez en Russie dans une pharmacie, vous achetez une petite machine et vous travaillez sur la fréquence migraine, vous mettez la fréquence migraine là et vous n'avez plus de migraine. Une fréquence. Donc là, on a du chemin à faire en France avant d'arriver à ça. Mais il y a des outils maintenant qui permettent de comprendre qu'il y a un foie va émettre telle fréquence, un estomac telle autre fréquence, et que si vous mettez en cohérence et en phase avec cette fréquence-là, vous réorganisez la cohérence de l'organe. Et vous pouvez soigner un organe uniquement avec les fréquences. Mais ça, c'est des travaux issus de la NASA. Les militaires le savent aussi très bien. Mais pour que ça arrive dans le grand public et dans la médecine officielle, qui a pris énormément la poussière, la médecine chimique est en train de montrer, elle est en train dans un tunnel qui va se fermer, parce qu'on est en train de voir... Quand vous allez sur Wikipédia, vous tapez le nom d'un médicament, vous avez ça de contre-indication pour ça d'indication. C'est quand même dingue, quoi. Et on ne parle pas des phénomènes croisés. Alors qu'une fréquence, vous envoyez une fréquence qui est en phase et en cohérence. Si la fréquence n'est pas juste, elle ne fera rien, c'est tout. Mais si elle est en phase, c'est comme si je vous téléphone. Si je peux toujours émettre, si je n'ai pas votre téléphone, je ne peux pas vous parler. Mais si j'ai votre numéro, je suis en phase avec vous, clac, on peut se parler. Et la médecine vient ça? Absolument. La médecine, pas en France, je vous rassure.
Donc, ça y vient, ça y vient. ça y vient. Mais toutes les technologies, qu'est-ce qu'on a cette année? On a des Russes, on a des Américains, mais les Français s'y mettent. Mais les outils sont forcément russes et américains, mais il n'y a pas d'outil français, d'ingénierie français qui a développé des thérapies quantiques. Il commence à y en avoir, issus toujours de ces technologies russes. Il y a un centre à Montpellier qui est en train de créer des appareils à partir de lumière, les photons, on le sait. Vous voyez la lumière blanche dans le soleil, mais vous le savez très bien que si vous mettez un filtre, un prisme, eh bien quelque part, vous allez voir du rouge, du violet, du jaune, du vert, etc. C'est tout. Donc on le sait que cette lumière a un impact fabuleux qui va jusqu'aux mitochondries, jusqu'au cœur de la cellule. D'ailleurs, quand le soleil touche votre peau, regardez, je suis bronzée. J'y peux rien parce que je ne m'expose plus, mais en vieillissant, le bronzage ne s'en va pas, c'est génial. Donc, eh bien, il va faire bronzer votre peau. Et pourtant, c'est qu'une fréquence qui vient sur ma peau. Hein, une activation cellulaire. Le soleil est quantique. Et comment ça m'est venu tout ça? Eh bien, c'est quand même extraordinaire, quand même, le destin et les synchronicités. J'étais en taxi, c'était dans les années 80, et j'avais mon vitaliseur sous le bras. Et j'allais vendre mon vitaliseur sous le bras aux Galeries Lafayette parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la vente par correspondance. Et je voulais faire connaître ce magnifique appareil. Et le chauffeur de taxi, je discute avec lui, il me dit, écoutez, j'ai un monsieur qui m'a donné ce livre, moi il m'est pas utile, je vous le donne. Et ce livre, c'était Le secret des patriarches de Marcel Violet. Et pour moi, ça a été, enfin les choses avaient du sens. Marcel Violet était un ingénieur qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les ondes biologiques. Parce qu'il habitait en Bretagne, à la campagne, et il s'était aperçu qu'après un orage, les animaux de la ferme allaient boire les eaux des flaques et boudaient l'eau de l'abreuvoir. Et il s'est aperçu aussi que les végétaux poussaient beaucoup plus vite après un orage qu'en étant arrosés normalement. Et il s'est aperçu aussi également que les œufs de sa ferme avaient des coques dures alors qu'il n'y avait pas de calcium. Alors, tous ces gens-là ont travaillé avec Kervran, il y a plein de gens comme ça qui ont travaillé sur les transmutations biologiques. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans le corps, l'être humain est capable de fabriquer du calcium à partir d'hydrogène et à partir de magnésium. Mais tout ça, on nous l'a fait oublier, surtout pour vendre des produits laitiers. Mais, on y revient. On y revient. Et les fameuses ondes biologiques, Violet avait avait chimiquement reproduit de l'eau, donc H2O, hein, chimiquement, c'était de l'eau chimique, et il a mis un tétard dedans. Le tétard, il meurt instantanément. Ah, il se dit, peut-être que elle manque d'oxygène, cette eau-là. Il bat son eau, parce qu'on sait que les tétards sont très sensibles aux vivants. Il remet un tétard. Faites très bien le tétard. Très bien, ça sera noté. Il dit, mais attends, il y a un truc, c'est pas possible. H2O, j'ai mis des minéraux, j'ai oxygéné, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette eau-là, il la ferme hermétiquement dans un bol transparent. Hein. Il la met sur sa fenêtre, c'était l'été, pendant un mois. Et puis, il rouvre au bout d'un mois, il dit, tu sais, moi j'ai fait l'expérience avec la Lune, c'est bien amusé aussi. Et il a ouvert son vase, et il remet un tétard un mois après, le tétard. Donc il s'aperçut, il s'est dit, il y a un truc qu'amène le soleil, un truc qui doit être vibratoire, qui fait que le tétard a pu vivre alors qu'il est mort un mois avant dans cette eau que j'avais pourtant, c'est la même. Et donc c'est là où il a développé la fameuse dynamisation de l'eau, et après, on va très très vite après. Il y a des gens qui réfléchissent quand même. Et ce qui est dommage, c'est que les gens qui réfléchissent, s'ils ne sont pas dans la norme, on les traite de charlatans, ou alors on dit que c'est une secte. Il ne faut pas réfléchir en France. Hein. Dès que vous réfléchissez, ça ne va pas. En Allemagne, ces médecines-là sont presque remboursées, en tout cas remboursées en grande partie. En Suisse aussi, en Angleterre aussi, en Espagne. Tous les très bons médecins qui ont un peu réfléchi, ils partent en Espagne. Ils partent dans d'autres pays. C'est dommage. Vous